Le marché de l'immobilier pourrait pâtir des futures hausses de taux d'intérêt de la BCE. C'est ce qui ressort de son rapport semestriel sur la stabilité financière. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. La BCE donc, qui nous alerte sur les risques de correction dans l'immobilier en zone euro. On prend ça très au sérieux évidemment. Ou pas, parce qu'on se dit, mais fin 2021 déjà, la Banque centrale avait alerté sur ce risque. Donc ce n'est pas nouveau non plus. Non, ce n'est pas un risque nouveau. C'est vrai qu'on a des prix de l'immobilier qui sont particulièrement élevés et soutenus par des politiques monétaires qui ont été très accommodantes. Juste pour la France, il faut rappeler que fin 2021, on a touché même un niveau historiquement bas de taux d'intérêt. Je crois que le taux d'intérêt moyen était à 1% sur les crédits immobiliers. Et donc, bien sûr, ça alimente en tout cas ce prix des actifs, grâce notamment à ces politiques monétaires. À partir du moment où on rentre dans un schéma différent où la BCE alerte sur le fait il y a un risque sur le prix de l'immobilier, mais surtout face à l'inflation, qu'on peut avoir une remontée des taux qui est attendue, on peut imaginer que ça va bien sûr enchérir le coût du crédit et que ce coût du crédit aura un impact sur les prix de l'immobilier. Elle nous parle, la BCE, d'une possible correction. Ce sont ces mots, possible correction. C'est prudent. On se dit que le péril n'est pas imminent et en même temps, j'ai regardé, elle ajoute une hausse soudaine des taux d'intérêt réels, des facteurs de l'inflation, pourrait déclencher une correction des prix de l'immobilier à brève échéance. Donc, oui, alors, elle parle en taux réels, ça c'est quand même important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a des taux qui sont légèrement au-dessus de 1%, mais n'oublions pas qu'en France, on a une inflation à 5 qui avoisine les 5%, alors ça dépend comment on le calcule, mais autour de 5%, donc on a des taux réels qui sont quand même très négatifs. Donc la question, c'est effectivement... Si eux devenaient les taux d'intérêt réels positifs, alors à ce moment-là, voilà. Mais en fait, en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution plutôt de ces taux d'intérêt par rapport aux revenus. Parce que l'inflation, si c'est des prix importés, en réalité, vous voyez que ça renchérit surtout le coût de production des entreprises, ça impacte négativement le pouvoir d'achat. Donc, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est comment les revenus vont évoluer aussi. Or, de ce côté-là, il y a quand même quelques inquiétudes. C'est-à-dire qu'on a un choc macroéconomique de grande ampleur avec la guerre en Ukraine, plus les problèmes d'approvisionnement qu'on peut retrouver au niveau international. Et donc, c'est vrai que les perspectives de croissance et d'activité sont extrêmement molles. Avec un risque inflationniste, on parle même de possible stagflation, possibilité de remonter des taux d'intérêt, et donc c'est vrai que tout ça va peser sur les ménages, donc sur le coût de refinancement à la fois, mais aussi avec des marges de manœuvre du côté des ménages qui vont être affaiblies, et puis après du côté des administrations publiques, le soutien budgétaire, on voit, pose quelques questions. Donc ça veut dire que quelque part le plus dur est devant nous sur cet aspect-là. Ouais. Sachant que la France, Mathieu, n'est pas spécifiquement visée par la BCE. Elle parle du marché immobilier européen. Bien sûr. Enfin, de la zone euro. Alors, elle dit globalement que 15%. Elle parle d'une surélévation des prix moyens certains coins de 15%. 60%. Comment elle arrive à ce chiffre? D'où il sort ce chiffre? Alors, c'est avec un modèle, j'imagine, pour voir à peu près au regard des perspectives qu'on peut avoir sur les revenus, la rentabilité du prix des actifs. Donc, c'est voir un peu... Les modèles ont du mal à décrire en réalité les fondamentaux, si vous voulez, de l'immobilier. C'est regarder quels sont les prix d'un point de vue fondamental et si on avait un choc des taux d'intérêt, qu'est-ce que ça peut avoir sur les prix des actifs. Donc, et par quelle courroie de transmission, moi, ce qui m'intéresse c'est très simple. Moi, je suis endetté à taux fixe, les taux montent, que ça change, alors, ça change rien. Non, mais pour tout le renouvellement, il y a des gens qui des primo-accédants, il y a des gens qui renégocient leur crédit. Ça renchérit le coût du crédit. Je vais vous donner juste un exemple. Qui est sur l'ensemble des ménages, regardez ça, en 2007, les intérêts versés par les ménages, en moyenne, pour l'ensemble des ménages, c'était 1 800 € par an. C'était 3,5% de leurs revenus disponibles annuels. J'ai regardé pour 2021, c'est 0,8% de leurs revenus disponibles bruts, ça représente un peu plus de 400 €. C'est-à-dire que le gap... donc tout va bien. Oui, mais le soutien... finalement, au pouvoir d'achat et aux revenus par la baisse des taux a été colossal. C'est-à-dire que les taux étaient entre 4 et 5% en 2007. On est à 1,5 aujourd'hui. On est même descendu à pratiquement à 1. Donc on voit qu'on a eu un gain financier énorme pour les ménages, en fait, sur le coût du crédit. Donc si vous avez le mécanisme inverse, c'est-à-dire si vous avez un renchérissement du coût du crédit, ça va forcément... moins solvabiliser un certain nombre de projets, ça va renchérir effectivement le coût du crédit et donc impacter négativement le pouvoir d'achat. Et donc, bien sûr, sur l'immobilier, il y aura moins de possibilités d'accédant et donc il y aura moins de demandes. Et donc, forcément, ça va jouer négativement sur le prix des actifs, sachant que, n'oublions pas, les prix de l'immobilier depuis 2000 ont quasiment multiplié par 3.
ce qui est quand même colossal. C'est-à-dire que... Et qui n'a pas suivi les revenus, évidemment. Et les revenus ont été, j'ai regardé, ils ont augmenté de 80%, donc moins de 2 depuis. Donc ça veut dire qu'on a une déconnexion entre ces prix des actifs et l'évolution des revenus. Donc la question qui se pose, c'est, dans un schéma où les ménages ne pourraient plus continuer à s'endetter comme avant, où les taux remontent, effectivement, il y aura une correction du prix des actifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est... qu'alerte en fait la BCE avait en donnant en fait en disant que 10 points je crois d'augmentation du taux réel en point de base ferait 1% à peu près de baisse des prix d'immobilier. Sachant que la remontée aujourd'hui des taux de crédit immobilier depuis le début de l'année, elle est là, mais elle n'est pas non plus, on tourne autour de 1,2, 1,3, 1,5% en moyenne. Non, c'est très diffus pour le moment. Non, mais bien sûr, pour le moment, on n'y est pas. On n'est pas au 5% de 2007. Exactement, mais il y a deux choses quand même. C'est quelle va être la politique monétaire face à ça? Quelle est l'inflation aussi pour les trimestres à venir? Pour le moment, on a un choc inflationniste qui est très fort. La question, c'est est-ce qu'il est transitoire ou il est plus durable? C'est quelles sont les anticipations aussi des marchés sur ces taux? Et puis, quel est le choc macro sur la croissance, le pouvoir d'achat? Et puis, n'oublions pas, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais la dette des ménages en France a beaucoup augmenté depuis 2000. En fait, on était plutôt un pays où les ménages étaient assez peu endettés en fait, par rapport à nos voisins en 2000. Or, depuis 2000, on fait partie des pays les plus endettés. C'est-à-dire qu'on a eu recours beaucoup à l'endettement privé. Et aujourd'hui, des pays comme l'Espagne ou les États-Unis, qui étaient devant nous, largement devant nous, ont des taux d'endettement qui sont plus faibles. Donc nous, on n'a pas suivi la même trajectoire que beaucoup de pays qui ont eu plutôt une trajectoire soit de taux d'endettement stable, l'Allemagne, soit de désendettement fort, comme par exemple les États-Unis ou l'Espagne. Donc, effectivement, les capacités de nouvel endettement sont quand même assez limitées, avec des taux très bas qui ne resteront pas à ce niveau-là. Donc, ça pose la question, effectivement, de la valeur de ces actifs. Donc, on s'inquiète ou pas, au final, de ce signal d'alerte de la BCE qui a déjà été fait, encore une fois, il y a fin 2021. Est-ce que c'est une si mauvaise chose? Je ne sais pas. Ben voilà. La question... C'était très bien. Du coup, la question qui se pose réellement, c'est il y a une correction. Le problème, c'est si cette correction est trop brutale. En même temps, on peut imaginer que le prix des actifs, aujourd'hui financiers ou immobiliers, des fois est déconnecté de la réalité économique. On voit bien, on a eu une crise Covid majeure, qui a été, le quoi qu'il en coûte, a permis de préserver en fait l'économie. Là, on a un choc très fort avec la guerre en Ukraine. Donc, on voit bien qu'il y a des prix des actifs qui restent extrêmement élevés. Donc, on voit que tout ça est quand même soutenu beaucoup par l'abondance de liquidités, par des taux très bas, qui sont là pour préserver l'économie à la base et pas forcément pour faire augmenter le prix de l'immobilier. C'est un effet secondaire, un side effect, comme on dit en anglais. Voilà. Après, et c'est la dernière question, Mathieu, est-ce qu'elle ne joue pas un peu les pompiers pyromanes, la BCE, parce qu'elle tire le signal d'alarme à juste titre, parce qu'il y a matière. En même temps, le faible coût du crédit dont elle est responsable depuis des années, ça a largement alimenter la hausse des prix au mètre carré. Donc c'est bien sympa de venir nous dire ça, mais en même temps, elle est partie. Après, il y a une demande de logement qui est là aussi. Oui. Non, mais alors, les politiques monétaires ont été... c'est un effet collatéral. Alors, le but des politiques monétaires, ce n'était pas de faire augmenter le prix des actifs, et notamment pas les prix de l'immobilier. Mais en réalité, vous avez deux outils, en gros, pour soutenir l'activité. Vous avez soit les politiques budgétaires, c'est l'interventionnisme, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est les plans de relance, soit c'est les politiques monétaires pour faire en sorte que le coût du crédit, ça baisse pour les entreprises, pour les ménages, pour qu'ils investissent, pour qu'ils consomment, etc. Mais ça n'a pas généré de l'inflation réelle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a de l'inflation parce qu'elle est liée au pétrole, mais pendant 10 ans, on avait une inflation qui était très faible. Par contre, cet accès à des liquidités à faible coût, il fallait bien qu'elles s'investissent quelque part. Et effectivement, les valeurs, notamment immobilières, en ont plutôt profité. On voit notamment à Paris, mais c'est vrai aussi aujourd'hui en province, où on voit plutôt les prix de l'immobilier augmenter en province et beaucoup moins à Paris. Mais donc il y a cette déconnexion entre la valeur des actifs aujourd'hui et l'économie réelle et l'évolution, par exemple, du pouvoir d'achat. Ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'intérêt réel s'il devient positif. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas là. On voit que les taux réels sont même extrêmement négatifs. Peut-être même plus négatifs qu'il y a un an. Ils sont plus négatifs parce que si vous avez une inflation à 5% et des taux à 1,5%, vous êtes à moins 3,5%. Le problème, c'est que cette inflation, c'est peut-être un peu technique, mais ce n'est pas une inflation liée à la hausse des revenus. C'est une inflation importée liée à la hausse des prix de l'énergie. C'est pas comme aux États-Unis. Donc, il faut faire attention quand on regarde cette inflation réelle. Voilà, exactement. C'est le sous-jacent qui est quand même important. C'est-à-dire, ce qu'il faut regarder, c'est de combien vos revenus augmentent et quelle est votre charge d'intérêt. C'est-à-dire de combien sont vos coûts d'emprunt et donc comment évoluent les taux par rapport à l'évolution des revenus. Exactement. Pas seulement à l'inflation qui serait liée à des prix importés. Quand même,
Bon, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David.